vendredi 11 mars, 14h46, un séisme d'une puissance exceptionnelle secoue la côte pacifique de Honshu, l'île principale du Japon. 15h36, moins d'une heure après le séisme, un tsunami déferle sur la côte. La vague parcourt jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Bilan, plus de 20 000 morts et disparus, des villes détruites, des terres et des ports dévastés. Des centrales nucléaires sont également touchées, une en particulier, Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi, à 250 km au nord-est de Tokyo. La centrale nucléaire compte 6 réacteurs, numérotés dans l'ordre de leur mise en service dans les années 1970. Les réacteurs 1, 2 et 3 sont en fonctionnement à pleine puissance. Le réacteur 4 a son cœur déchargé. Les réacteurs 5 et 6 sont à l'arrêt. Les réacteurs de Fukushima sont d'une technologie différente des réacteurs à eau pressurisée qui équipent les centrales EDF françaises. Ce sont des REB, des réacteurs à eau bouillante. Réacteurs car ce sont les réactions de fission qui produisent la chaleur dans le cœur. Eau bouillante car l'eau qui évacue la chaleur du cœur se transforme en vapeur, laquelle est directement envoyée à la turbine. La turbine entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. La vapeur est ensuite condensée au contact du circuit d'eau de mer et renvoyée dans le cœur. Un réacteur à eau bouillante n'a donc qu'un seul circuit d'eau alimentaire et de vapeur. Le cœur est composé d'assemblages combustibles contenant de l'uranium. Il est piloté par des barres de contrôle introduites par le bas, capables de stopper les réactions de fission en cas d'urgence. La fission des noyaux d'uranium génère des atomes radioactifs qui produisent de la chaleur et continuent à en produire même après l'arrêt du réacteur. C'est la chaleur résiduelle. En bref, maintenir le combustible confiné et refroidi est un enjeu majeur de sûreté. Le combustible est isolé de l'environnement grâce à différentes enveloppes étanches sur le modèle des poupées russes. Une première barrière, la gaine du combustible en alliage de zirconium. Une seconde, la cuve en acier et les circuits eau-vapeur qui y sont connectés. Enfin une troisième, l'enceinte de confinement en béton dont l'étanchéité est assurée par une peau métallique. Le combustible est noyé dans l'eau, aussi bien dans le réacteur que dans la piscine attenante, où il est déchargé quand il est usé. La piscine est située en partie haute pour faciliter le transfert sous eau du combustible. Dès que le séisme secoue la côte, les capteurs sismiques déclenchent l'insertion des barres de contrôle. Les réactions de fission s'arrêtent, mais il faut continuer à évacuer la chaleur résiduelle. Comme le réseau électrique est détruit, les groupes électrogènes à moteur diesel prennent le relais. Ils permettent d'alimenter en électricité les systèmes de secours qui entrent en action pour refroidir le combustible. Dans les réacteurs 2 et 3, c'est une turbopompe. La vapeur générée par le réacteur fait fonctionner la turbopompe qui réinjecte de l'eau dans la cuve. La vapeur est condensée dans le réservoir d'eau froide à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Dans le réacteur 1, ce n'est pas une turbopompe, mais un échangeur de chaleur qui permet de condenser la vapeur en provenance de la cuve. L'eau ainsi condensée est réinjectée dans la cuve par gravité. Cet échangeur peut assurer le refroidissement du cœur par convection naturelle pendant plus de 10 heures. Jusque-là, tout semble sous contrôle. Toutefois, sur le réacteur 1, les opérateurs isolent temporairement l'échangeur de chaleur en application des procédures de conduite. La vague du tsunami qui arrive moins d'une heure après le séisme dépasse les digues, noie les parties basses des bâtiments et met hors service les groupes électrogènes. Sur le réacteur 1, les opérateurs ne parviennent pas à remettre en service l'échangeur de chaleur. Le cœur n'est plus refroidi. Il sera le premier à fondre. Sur les réacteurs 2 et 3, des batteries sont encore opérationnelles. Elles permettent de manœuvrer certaines vannes. Les turbopompes fonctionnent pendant près de 24 heures puis s'arrêtent. Les cœurs ne sont plus refroidis. Le scénario de fusion est à peu près le même dans les 3 réacteurs,
seules les dates changent. Dans la cuve, l'eau se vaporise, le combustible se découvre. Porté à 2300 degrés Celsius, il fond et se mélange avec les matériaux de structure pour former un magma qu'on appelle le corium. Le corium s'écoule en fond de cuve. Selon les autorités japonaises, il a percé la cuve avant de tomber sur le radier en béton à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Quelle quantité de corium est tombée? Jusqu'à quelle profondeur a-t-il érodé le béton? A-t-il percé la peau métallique? Aujourd'hui, il n'est pas possible d'en savoir plus sur l'état du corium dans les 3 réacteurs. Dans le même temps, toujours dans la cuve, la vapeur d'eau s'est chargée en éléments radioactifs et en hydrogène. Pour expliquer ce phénomène, il faut revenir aux premières phases de la dégradation du combustible. Chauffée à haute température, la gaine du combustible s'est oxydée puis s'est fissurée en libérant des éléments radioactifs volatiles. De plus, le zirconium de la gaine a réagi avec la vapeur d'eau en prenant de l'oxygène et en libérant de l'hydrogène. Mélangé avec l'air, l'hydrogène peut s'enflammer et exploser. Mais l'enceinte de confinement est remplie d'azote, un gaz inerte. À ce stade, il n'y a pas de risque. Comme la pression vapeur monte dangereusement dans la cuve, les soupapes de dépressurisation s'ouvrent. Les gaz sont chassés dans le réservoir circulaire par une ligne d'éventage. L'eau joue le rôle d'un filtre efficace en piégeant une grande partie des éléments radioactifs. Mais comme elle n'est pas refroidie, suite à la panne des diesels, elle se met à bouillir et ses capacités de filtration diminuent. Le réservoir circulaire et l'enceinte de confinement qui communiquent avec lui passent à leur tour en surpression. Pour éviter la rupture de l'enceinte, l'exploitant décide de relâcher les gaz dans l'atmosphère. Normalement, la ligne d'éventage aurait dû conduire tous les gaz à l'extérieur du bâtiment réacteur, par la cheminée de l'installation, mais l'hydrogène s'échappe par des chemins de fuite non maîtrisés. L'hydrogène réagit violemment avec l'oxygène de l'air. L'explosion souffle la charpente en partie haute du bâtiment, apparemment sans endommager l'enceinte de confinement. Les éléments radioactifs qui n'ont pas été piégés dans l'eau du réservoir circulaire sont rejetés dans l'environnement. En l'absence d'eau douce utilisable sur le site, les opérateurs décident d'injecter de l'eau de mer dans la cuve du réacteur. Cette solution, loin d'être idéale puisque le sel est chimiquement actif, a au moins l'avantage de stabiliser le corium. Dans les 4 jours qui ont suivi le tsunami, les 4 réacteurs ont été endommagés par des explosions et 3 cœurs ont fondu. Bien qu'il ait gardé ses structures intactes, le réacteur 2 est à l'origine des rejets radioactifs les plus importants, aussi bien vers la Terre que vers la mer. C'est à l'intérieur du bâtiment que l'explosion a eu lieu. Les opérateurs ont probablement rencontré des difficultés pour dépressuriser l'enceinte de confinement et le réservoir circulaire a rompu. Cette perte d'étanchéité a conduit à rejeter dans l'atmosphère des éléments radioactifs non filtrés et à répandre dans les bâtiments une eau extrêmement contaminée, source de rejets marins très polluants. L'explosion du réacteur 4 est due à l'hydrogène, bien que le cœur soit totalement déchargé. L'hydrogène provenait du réacteur 3 via une tuyauterie commune. Les piscines d'entreposage des réacteurs ont également suscité beaucoup d'inquiétudes car elles ont perdu leur circuit de refroidissement et ne sont protégées par aucune enceinte de confinement. La piscine 1 est peu chargée en combustible usé. En revanche, les piscines 2, 3 et 4 le sont beaucoup plus, surtout la 4 qui contient l'équivalent de 3 cœurs. Dans ces 3 piscines, l'eau est entrée en ébullition et sans l'apport in extremis d'eau froide par des hélicoptères et des lance-incendies, le combustible usé aurait pu provoquer de forts rejets dans l'environnement. Peu à peu, la situation s'est stabilisée. Fin mars 2011, l'eau douce est remplacée par l'eau de mer. En juillet, le système de refroidissement des réacteurs fonctionnait en circuit fermé, évitant ainsi les rejets d'eau contaminés à l'extérieur. En décembre 2011, les autorités japonaises ont décrété l'arrêt à froid, une expression qui signifie que l'eau de refroidissement ne se vaporise plus, elle reste liquide sous les 100 degrés Celsius. Cette situation de crise a été gérée par des hommes qui intervenaient dans des conditions particulièrement difficiles. Coupés du monde,
sans nouvelles de leur famille après le tsunami, privés d'électricité, menacés par les radiations, ils ont lutté de toutes leurs forces pour refroidir les réacteurs, tentant de relancer en vain les systèmes de secours, puis utilisant des moyens de fortune. Après cette course effrénée au refroidissement, dans l'année qui a suivi, environ 20 000 personnes se sont succédé sur le site pour en reprendre le contrôle. Faire rempart à un nouveau tsunami. Dresser la carte de la contamination du site. Dégager les accès. Fixer au sol les poussières radioactives. Traiter et évacuer l'eau contaminée. Stopper les rejets atmosphériques. Dans les années à venir, l'enjeu sera de retirer les combustibles usés des piscines pour les mettre à l'abri dans des sites stables. Et puis à terme, à très long terme, sous le regard des spécialistes internationaux, l'enjeu fera place à un défi, celui d'extraire le combustible fondu des 3 réacteurs accidentés et de démanteler le site. On voit qu'une tâche immense attend les Japonais, une tâche qui a démarré en mars 2011 et qui va durer plusieurs dizaines d'années.